nos mémoires. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce, la chaîne de podcast du magazine Histoire et Civilisation. Femmes, soyez soumises à vos maris. Cette injonction biblique est au moins dans le top 10 des phrases les plus provocantes et les plus choquantes de la littérature chrétienne. Et d'ailleurs, elle vient appuyer, sans aucun doute, l'idée selon laquelle les sociétés façonnées et structurées par la religion catholique, par l'esprit chrétien, étaient misogynes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la période médiévale pendant laquelle la religion et l'Église avaient une véritable place dans la société. Retournons aux sources. Retournons aux écrits de ceux qui ont rédigé cette pensée chrétienne et essayons de comprendre comment le Moyen-Âge définissait la femme. Est-elle vue comme l'inférieure de l'homme? Par tout le monde d'ailleurs. Que disent les textes? L'Évangile, les écrits des auteurs chrétiens, comment ces auteurs se sont-ils situés par rapport aux philosophes grecs et aux philosophes latins? Et on va parler aujourd'hui particulièrement d'Aristote. Et pour aborder ce sujet, nous recevons le philosophe et historien de la philosophie, François-Marie Porte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en philosophie, vous avez passé une thèse de doctorat donc à Paris-Sorbonne, et le livre que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui est le fruit de cette thèse de doctorat. Le titre, La femme au Moyen-Âge, Aristote contre l'Évangile. On va parler donc de Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure et Gilles de Rome. Et ce livre, il vient de paraître aux éditions du Cerf. Une première question, François-Marie Porte. Vous analysez la femme dans le discours donc des 4 philosophes théologiens que j'ai évoqués. Quels sont les différents types de discours analysés? Est-ce que nous allons parler seulement de philosophie? Alors non, la particularité en fait des discours qui sont envisagés, notamment dans ce livre, dans ma thèse, c'est que ce sont des théologiens qui ont voulu toucher à toutes les sciences. Ils en étaient obligés, pour certains parce qu'ils enseignaient à la faculté des arts de Paris, et donc cette faculté des arts, pas que de Paris d'ailleurs, de Cologne aussi, cette faculté des arts, c'était vraiment l'initiation avant de se spécialiser, soit en médecine, soit en droit, soit en théologie. Et donc c'était un corpus de base, et il fallait maîtriser l'ensemble des sciences. Donc les textes à étudier, c'est à la fois de l'anatomie, de la philosophie naturelle, on pourrait dire, de l'éthique et de la politique, aussi des corpus d'exégèse, qui sont les commentaires de l'Évangile ou de la Bible, et puis des sommes de théologie, où là le but c'était de donner des espèces de manuels pour les étudiants en théologie. Là, vous abordez dans votre livre donc Aristote et l'Évangile, pour résumer bien entendu. Est-ce que Aristote est redécouvert et étudié à nouveau qu'à partir du XIIIe siècle, qu'à partir en fait d'Albert le Grand et donc des penseurs que vous évoquez? Alors ça a été une hypothèse qu'on a beaucoup gardée et qu'aujourd'hui elle fait plus du tout l'unanimité. En fait, premièrement parce qu'Aristote n'a jamais totalement été oublié, puisque on a un auteur comme Boès qui avait traduit de manière frénétique tout ce qu'il avait pu d'Aristote, parce qu'il voyait qu'il y avait l'effondrement de l'Empire romain et que plus personne ne pouvait parler grec. Donc il fallait forcément traduire les auteurs grecs en latin, et il l'avait fait notamment pour tous les ouvrages logiques. Et donc tout le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, donc la première partie du Moyen-Âge, c'est 1000 ans le Moyen-Âge, donc la première partie du Moyen-Âge, eh bien, c'est construite rationnellement à partir des traductions que Boès avait faites. On avait d'autres traductions. Alors, il y a évidemment la thèse du professeur Brague qui parle évidemment du fait que Aristote était encore présent, notamment par ses ouvrages physiques, métaphysiques ou politiques. Bon, il n'y avait pas une véritable audience d'Aristote jusqu'au XIIIe siècle. En fait, c'est pas jusqu'au XIIIe siècle, pour être tout à fait honnête, c'est jusqu'au XIe siècle. Au XIe siècle, là, on a une redécouverte d'Aristote par les manuscrits arabes, qui vont être traduits avec Guillaume de Conches, avec toute l'école de Constantin l'Africain, etc. Bref, on va redécouvrir Aristote pour le grand public, si je puis dire. Et c'est vrai qu'au XIIIe siècle, il y a une passion pour Aristote. Une passion pour Aristote
qui va aller contre, et c'est pour ça c'était le titre de ce livre, qui va aller contre une tradition qui avait voulu faire en sorte de faire s'épouser la rationalité chrétienne avec les auteurs antiques, toujours selon le prisme de l'Évangile. Et là, Aristote vient mettre un bazar monstrueux dans tout ce qui avait été considéré avant. Vous avez donc sélectionné 4 auteurs médiévaux pour parler justement de leur rapport à Aristote. Quel est leur point commun? Pourquoi ces 4-là? Alors, tout se centre autour de Thomas d'Aquin. En fait, le premier travail que j'avais fait, c'était en Master 2, c'était la femme chez Thomas d'Aquin. Parce que j'avais lu en fait une thèse qui s'appelle Thomas d'Aquin féministe, et en fait moi j'avais trouvé ça complètement débile de donner un tel qualificatif à un auteur du Moyen-Âge, et je voulais essayer de retravailler les choses un petit peu à partir des textes en fait complètement de Thomas. Et quand on travaille Thomas, il y a forcément son maître qui est derrière. Son maître, c'est Albert le Grand, dont il est le disciple, et il a lui-même des disciples, notamment un qui s'appelle Gilles de Rome. Et on oppose souvent à Thomas d'Aquin, à sa rationalité sèche, la virtuosité et le côté séraphique de Bonaventure. Donc voilà, en fait, c'est finalement ces 4-là se comprennent à partir du premier travail de Thomas d'Aquin. Alors ils ont en commun le fait d'être 4 théologiens. Ils ne sont pas dits philosophes, ils ne se présentent jamais comme philosophes, mais ils sont théologiens et ils sont universitaires. Et en plus, ils font partie, tous les 4, des ordres mendiants, qui sont une nouveauté en fait à cette époque-là. Gilles de Rome, c'est l'ordre de Saint-Augustin. C'est un peu particulier, mais en tout cas, pour Bonaventure, les franciscains, pour Albert et Thomas, on est avec les dominicains. Et donc, ils ont une approche particulière, novatrice en fait de la vie monastique, et ce qui les rend très très libres pour aborder de manière très novatrice aussi Aristote. 4 religieux, 4 hommes. Est-ce que l'université, est-ce que le monde du savoir et de la connaissance est exclusivement masculin à cette époque-là? Et oui, malheureusement, c'est exclusivement masculin. En fait, l'université a connu un problème quasiment juridique, en fait, puisqu'il a fallu trouver sous quelle juridiction devaient être jugés les universitaires qui étaient de différents royaumes. Et c'est le pape qui a assumé en fait cette juridiction en disant que tous les universitaires allaient être jugés à partir du droit canonique. Ce faisant, les universitaires devenaient de facto des clercs. Or, les clercs ne peuvent pas être des femmes. Donc les femmes ont été, par conséquence, évacuées de l'université, alors qu'avant, on avait des grands noms de la pensée qui étaient féminins. On avait, en médecine, par exemple, on avait ce qu'on appelle les mistresses, qui étaient vraiment des femmes de haute... qui avaient une haute qualité scientifique. Il y a eu une chasse aux sorcières à cette époque-là, de la part de l'université de médecine, pour interdire aux femmes de pratiquer la médecine. C'est-à-dire que, hors de l'université, il ne devait plus y avoir de savoir. Donc, hors masculin, il n'y avait plus de savoir. Et à quoi ressemble l'université à cette époque-là? Comment ça fonctionne? Comment on peut devenir clerc? Alors, pour l'université, il faut savoir que ça a été créé à partir des écoles cathédrales qui s'étaient rassemblées en fait sous la juridiction d'un évêque, et petit à petit, il y a eu une émancipation par rapport à ce pouvoir ecclésial, et les maîtres se sont rassemblés entre eux. L'université, il y a 2 stades dans l'université. Il y a premièrement la faculté des arts, l'université des arts, qui étudie toutes les sciences de base avant de se spécialiser. Alors les sciences de base, on a l'arithmétique, on a la musique, on a plein de sciences différentes, et notamment un volet qui s'appelle la dialectique, qui va prendre de plus en plus de place parce que c'est là-dedans qu'on va rentrer Aristote. L'enseignement d'Aristote va se faire principalement selon le volet dialectique. La dialectique, attention, c'est pas au sens marxiste du terme. La dialectique à l'époque, c'est l'art du débat. Et donc on utilise des textes de différents auteurs, et de plus en plus, Aristote va prendre de plus en plus de place, et donc on va connaître Aristote. Tous les universitaires vont connaître Aristote. Pour entrer en université, c'est assez simple, puisque en fait c'est ouvert à tous. Il suffit simplement de pouvoir passer les différents diplômes au fur et à mesure, et après les différents grades, pardon, au fur et à mesure, parce qu'on parle pas encore de diplôme, et ensuite devenir maître dans son domaine pour pouvoir se spécialiser.
ça prend beaucoup de temps, et souvent, c'est pour ça que les dominicains et les franciscains vont s'en sortir, comme ils vont être soutenus par des communautés religieuses, eh bien, il va y avoir l'installation de certains maîtres en raison de leur appartenance à leur communauté religieuse. À partir du moment où on avait réussi dans la faculté des arts, on pouvait se spécialiser dans 3 domaines particuliers, le droit, la médecine et puis la théologie. Alors j'aime autant vous dire que la plupart des gens choisissaient la théologie. C'était la voie royale, la maîtresse de toutes les sciences. Mais on a des universités, notamment Montpellier, qui se sont spécialisées en médecine et qui ont eu un rayonnement énorme. On a Bologne qui s'est spécialisée dans le droit. Voilà, Paris, c'était la théologie et Paris était le noyau universitaire. On en a encore un peu les vestiges quand on se balade dans le quartier latin, puisqu'on voit bien que Sorbonne, ça parle encore à certaines personnes d'un point de vue historique. C'était un rayonnement théologique. Voilà. Et les universitaires avaient une autorité véritable dans leur domaine. Et on faisait appel à eux pour conseiller. Gilles de Rome, par exemple, a été un conseiller du pape dans sa querelle par rapport à Philippe le Bel. Thomas d'Aquin et Bonaventure étaient invités à la table du roi Louis IX, voilà, par égard, en fait, à leur qualité de maître. Albert le Grand, alors lui, c'est un peu particulier, puisque Albert le Grand, qu'on appelait le grand de son époque, donc c'est-à-dire que, alors qu'il mesurait vraisemblablement 1m50, 1m40, donc c'était un grand savoir, lui, il était en plus évêque, donc il devenait un personnage très important. Universitaire, c'est vraiment une catégorie sociale très haute à cette époque-là. Vous insistez dans votre ouvrage sur l'importance de la Renaissance. D'ailleurs, vous utilisez le terme Renaissance et non pas découverte du droit romain. Quel est le lien, en fait, entre votre sujet d'étude et la Renaissance du droit romain ? Alors, c'est un lien, c'est vrai, ça m'a été un peu reproché parce que je ne suis pas allé au bout, en fait, dans ce travail-là de tirer les ficelles de l'intuition que beaucoup d'historiens ont, en fait. Le droit romain a été réemployé, réutilisé, refaçonné pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui le droit canonique. Le but, c'était d'essayer de trouver un outil pour que l'empereur et le pape puissent tirer la couverture à eux d'un point de vue du pouvoir. Alors ça concerne très peu la France, parce que la France, on était selon le droit coutumier, etc. Mais dans le droit romain, il faut savoir que la femme est ce qu'on appelle une incapable juridique. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas en termes juridiques. Elle n'est pas une persona. Elle n'est pas une personne, elle n'a pas un statut juridique. Ça fait que... alors, évidemment, dans l'Empire romain, il y a eu énormément de périodes, il y avait évidemment des femmes qui possédaient des propriétés, enfin bon, dans le concret, on ne sait pas trop comment ça se passait. Mais d'un point de vue juridique, on le voit, le seul qui existe et qui a autorité, c'est le pater familiaris. Redécouvrant le droit romain et l'usage qu'on va en faire dans cette querelle politique, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a un angle mort. La femme n'existe pas d'un point de vue juridique au niveau du droit romain. Et donc, pour le droit canonique, ça va être très difficile de repenser l'existence de la femme. Et ça, contre le christianisme lui-même. Et c'est ça qui moi, quand j'ai commencé à regarder ça m'est apparu comme aberrant. On a des personnes comme Lucie, Cécile, Anastasie, etc., que tous les chrétiens peuvent connaître, qui se sont affirmés contre le pater familiaris, en voulant refuser un mariage, par exemple, et donc qui ont brisé en fait, le pouvoir du pater familiaris, qui était une institution romaine, une institution légale romaine, en raison du christianisme. Et donc, s'affranchissant de ce droit qui était un peu trop restreint, elles se sont affirmées comme personnes, non plus au sens de persona juridique, mais au sens de personne, au sens de chrétien. C'est-à-dire, il n'y a plus ni femme ni homme, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Dans le Christ, il n'y a que des fils de Dieu. Et les femmes donc se sont affirmées donc au tout début de l'ère chrétienne contre ce droit romain. On a redécouvert ce droit romain à l'occasion de cette querelle politique et on va en faire usage
quasiment niant tout ce qui avait pu se passer entre-temps, finalement en disant des choses, on va y venir je pense plus tard, hein, mais en étant d'accord avec Aristote sur certaines choses, alors que tout le christianisme naissant avait refusé certaines thèses qui étaient complètement absurdes d'un point de vue chrétien. Venons-en en effet à Aristote, mais c'est important de donner tous ces éléments de contexte parce qu'il y a beaucoup de choses à avoir en tête pour bien comprendre ce que vous nous dites, ce que vous nous expliquez dans votre livre. Venons-en à Aristote. Donc, qui est Aristote et quels sont les documents, quels sont les écrits qui nous restent de lui et qui vous permettent aujourd'hui d'écrire ce livre ? Alors, Aristote est un philosophe grec. Il a été le disciple de Platon. Alors, je dis philosophe grec, attention, c'est un métèque. Donc, en fait, il est plus proche de Macédoine que de la Grèce au sens... Il n'est pas athénien, voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'est pas athénien, on va lui reprocher toute sa vie, ça va peut-être être un petit complexe pour lui d'ailleurs. Mais voilà, il a pu être le disciple de Platon. Et il est, on va dire, un des meilleurs élèves de Platon pour tout ce qui est de l'ordre de la logique et de la rhétorique, de l'éloquence. La logique, c'est une partie de la philosophie. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments pour qu'on... Oui. Alors la logique, c'est le fait que l'intelligence va faire un retour sur son propre fonctionnement pour essayer de savoir quelles sont les règles naturelles d'un raisonnement à partir du discours. Vous voyez, on donne souvent l'exemple du syllogisme, hein, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc, et là, naturellement, l'intelligence va dire Socrate est mortel. C'est naturel. Et Aristote va être un génie dans ce domaine-là. Il va laisser d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle l'Organon, qui est absolument colossal, sur des règles logiques. Alors, Platon va mourir et la direction de son école va revenir à quelqu'un de sa famille et Aristote va partir de cette école, va quitter l'académie, peut-être parce qu'il espérait secrètement obtenir le poste, mais en tout cas il ne l'a pas obtenu, et il va partir et il va se passionner pour l'étude des sciences naturelles. Il va partir s'exiler sur une île avec plusieurs amis, et il va étudier les plantes, les animaux. Ça peut vous sembler absurde, mais en fait, c'est un détail qui est très important. Il va être très attentif à la philosophie dite naturelle. Donc tout ce qui est anatomie, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est... Bref, plein de choses. Les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est son truc. Il va revenir, alors on va lui demander entre-temps d'être précepteur d'Alexandre, et puis il va... Je fais vraiment un travail à la hache, hein, je suis désolé, et il va finir par fonder son école, qu'il va appeler le lycée. Ce que nous avons d'Aristote, ce ne sont que des manuels de cours. D'accord ? Ce sont les notes qu'il avait lui-même de cours pour faire son cours. On n'a pas de dialogue de lui, on sait qu'il en a écrit, des dialogues de vulgarisation. On n'a pas d'ouvrage réellement établi, on n'a que des manuels, donc c'est-à-dire qu'il a publié de son vivant ses manuels de cours, ce qu'il enseignait à ses étudiants. Alors, ces ouvrages vont être perdus. Alors, bon, on sait, après la mort d'Alexandre, il va y avoir une chasse par rapport à toutes les personnes qui ont aidé Alexandre dans son empire. Et en fait, on va cacher ces manuels dans des jarres, ces rouleaux dans des jarres, et ça va être retrouvé. Alors, c'est un peu folklore, mais bon, je passe les détails. Ça va pénétrer parmi le monde arabisant. Ça va être traduit, ça va être beaucoup étudié, et ça va revenir chez les latins par différentes traductions. Comme je vous l'avais dit en tout début, les ouvrages logiques nous sont parvenus par Boès. Boès nous avait déjà donné beaucoup d'ouvrages logiques de la part d'Aristote. Donc on connaissait la manière de penser d'Aristote. Ce qu'on n'avait pas, c'était tous les manuels d'histoire naturelle, l'éthique, la politique, la métaphysique, la physique. Ce faisant, ça va entraîner un effet de mode quand on va redécouvrir Aristote. Et il y a certaines phrases chez Aristote qui vont avoir une résonance absolument colossale, notamment sur la question de la femme, notamment, par exemple, le fait que la femme est un mâle manqué. La femelle est un mâle manqué. Alors ça s'explique assez facilement dans la logique aristotélicienne, c'est-à-dire que pour Aristote, la femme ne produit aucune semence.
ne produit rien en fait pour la génération, si ce n'est du sang, puisque il n'y a que pendant les règles que l'on voit que l'on voit quelque chose féminin de manière observable. Et donc Aristote dit le sang, le mâle en a aussi. Donc dans la génération, la seule chose qui est en plus, c'est ce que produit le mâle. Donc le seul acteur dans la génération, c'est le mâle. La femme est donc passive. Si elle est passive dans la génération, alors ça veut dire que le mâle doit engendrer un semblable à lui dans la femelle. Parce que l'agent produit toujours un semblable. Le feu chauffe, il produit de la chaleur qui lui est semblable. Il ne peut pas chauffer plus que ce qu'il chauffe lui-même, que ce qu'il est lui-même. Eh bien, l'homme, c'est pareil. Pour Aristote, il doit engendrer quelque chose de semblable. Or, ce qui est semblable à l'homme, c'est un homme. S'il y a une femme qui arrive, c'est qu'il y a eu un problème. Il y a eu un manquement. Il y a eu un raté. C'est pour ça que même Aristote va dire la femme, c'est le premier chemin vers le monstre. Donc quand on entend des phrases comme ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce malade? Enfin voilà, c'est pas possible. Mais c'est des phrases comme ça. Une autre phrase aussi, la femme est incapable de discernement, incapable d'autorité. Voilà, on va trouver ça dans la politique d'Aristote. Alors pareil, ça à nouveau, dans l'ère chrétienne, normalement c'est inaudible. Mais comme Aristote va être il va y avoir un effet de mode sur Aristote et ça va être un outil extraordinaire en théologie, hein, il faut pas le nier, on va essayer de tout prendre d'Aristote, même ses erreurs. Et ça va aller contre une tradition. Ceux qui vont le plus réagir, et on le voit notamment à partir de Gilles de Rome, ce sont les médecins. Parce que les médecins, entre Aristote et puis le XIIIe siècle, il s'en est passé des choses au niveau médical. On a quand même découvert des choses. Et notamment, on a vraiment l'hypothèse, qui se confirme de plus en plus, du fait que la femme apporte une semence. Et donc est aussi active dans la génération. Et ça, c'est Galien qui va en parler, hein, le médecin Galien romain. Et tout l'enjeu, ça va être que les théologiens vont dire aux médecins, vous vous trompez. Pourquoi ? Parce que Aristote a dit. Ça, vous voyez, quand vous êtes historien de la philosophie médiévale, le Aristote a dit, qui est argument d'autorité, vous le retrouvez partout. Et c'est un argument qui est très fort pour les théologiens, alors que les médecins se rendent bien compte qu'il y a des bêtises de partout. Les 3 points que vous avez abordés au sujet de la conception qu'Aristote a de la femme, c'est les points qui vont être analysés, décortiqués en fait par les auteurs dont vous nous parlez, donc saint Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure et Gilles de Rome, et chacun va apporter une nuance, une contradiction aux trois grandes thèses, aux 3 grandes phrases d'Aristote. Oui, on se retrouve un petit peu embêté. Alors, je vais dire la thèse médicale. Il faut savoir une chose, c'est que les moines de cette époque-là n'ont absolument pas peur du corps humain et aiment bien l'étudier. Et voilà. D'ailleurs, il y a une vraie, quand on vous lit, alors moi j'ai vraiment découvert, c'est qu'il y a vraiment une analyse de la sexualité, de la génération, ils vont vraiment à fond dans le sujet et ils font des liens très forts avec la philosophie, la théologie, vraiment les matières communiquent. Tout à fait, et même il y a des histoires qu'on raconte, par exemple pour Albert le Grand, il posait des questions en permanence à des femmes pour savoir comment ça se passait, au niveau de leur anatomie, de leur sexualité et tout ça, il mettait mal à l'aise tout le monde, et donc il a arrêté de le demander à des femmes qui étaient de la haute société, et il allait voir des prostituées, en fait, pour leur demander. Donc on voyait arriver le petit moine qui allait demander, voilà, des prostituées. C'est pour ça que vous avez des choses étonnantes, voyez, les moyens contraceptifs, les plantes abortives, à partir de quel moment les règles peuvent se déclencher, est-ce que une femme toute jeune peut tomber enceinte, etc. Bref, des questions que Albert le Grand va pouvoir se poser. Gilles de Rome, c'est pareil. Il est moins connaisseur au niveau anatomique et moins intéressé par ça. Thomas d'Aquin encore moins, et puis Bonaventure ne rentre pas trop là-dedans, même si il connaît certaines choses, et bon voilà, on le verra un petit peu plus tard. La seule chose, c'est que tout le christianisme va contre Aristote. Alors, on va le prendre d'abord d'un point de vue de la thèse politique. La femme n'est pas capable de discernement ou n'est pas capable de gouverner. Il y a un problème, c'est que le christianisme se fonde sur une réponse, la réponse de Marie à un ange.
qui vient lui dire, voilà, alors le texte exact, je ne l'ai pas vraiment, mais l'Esprit Saint te prendra sous son ombre, et puis tu enfanteras du Fils de Dieu. Marie doit répondre. Et elle doit répondre librement, sinon c'est un Dieu qui va agir sous la contrainte, et ça ne peut pas être une proposition contraignante, puisque c'est un acte libre qui doit racheter l'homme. Alors les théologiens voient bien qu'il faut bien que la femme ait un petit discernement. Et pourtant, ils vont dire successivement, chacun, la femme, elle ne peut pas gouverner. Elle n'est pas capable de discerner. Ou plutôt, si elle est capable de discerner, alors par exemple, Albert le Grand, elle est à la fois capable de discerner, à la fois pas capable de discerner. Ça, c'est le propre d'Albert le Grand, c'est qu'il est capable de nous tenir des choses contradictoires. Il laisse en l'état la situation, ça lui pose aucun problème. C'est un peu débrouillez-vous après, hein, je vais pas répondre. Thomas d'Aquin, lui, est beaucoup plus frontal. Thomas d'Aquin, il dit non, elle n'est pas capable de discernement. Elle n'est pas capable de discernement, elle a un discernement qui est manqué. Un peu comme dans la génération, c'est un mal manqué, et bien là, elle a un discernement qui est manqué. C'est-à-dire, elle a un début de discernement, mais elle ne peut pas passer à l'acte. Enfin, Thomas d'Aquin était invité à la table de Louis IX, qui emmène avec lui sa femme en croisade, il se fait capturer et il laisse la régence à sa femme, donc il va gouverner. Et Thomas d'Aquin est parfaitement au courant de ça. Donc pareil, on a un grand écart, on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Et puis on a Gilles de Rome. Alors Gilles de Rome, lui, c'est quand même flagrant. Il conseille des princes. Il envoie d'ailleurs un manuel de conseil d'éducation des princes et des princesses, où il précise bien que les femmes ne peuvent pas gouverner. Par contre, il le fait pour des princesses. Ce qui est quand même, on se dit, mais il y a une aberration. Le seul qui change un petit peu, c'est Bonaventure, parce que pour lui, alors il faut savoir que Bonaventure a tout de suite perçu quelque chose, c'est que Aristote est allé au sommet de ce qu'il pouvait au niveau naturel, au niveau de son intelligence. Mais l'homme et la femme, c'est de l'ordre d'un mystère, parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Or, la nature ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. En fait. Et donc, l'intelligence rationnelle d'Aristote va essayer de décrire ce qu'il comprend, mais comme il n'a pas la révélation chrétienne, il ne peut pas comprendre ce qu'est l'homme et la femme. Donc pour Bonaventure, la femme peut évidemment gouverner, la femme est évidemment capable de sainteté la plus haute. Il fait notamment tout un commentaire de Marie-Madeleine. Ils aiment beaucoup les 4 Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est pour lui, c'est l'apôtre des apôtres, c'est celle qui va apporter tout. Et c'est pas pour rien que c'est chez les franciscains que va se développer la thèse de l'Immaculée Conception. Alors, ça à nouveau, c'est une espèce d'hypothèse, et là, je rejoins donc la 3e phrase, qui était la première que je vous ai dite, à savoir « la femme est un mal manqué ». Pour Thomas d'Aquin, l'Immaculée Conception, comme pour Albert le Grand, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas nécessaire. Alors l'Immaculée Conception, c'est le fait... Immaculée Conception, c'est le fait que Marie, la mère de Jésus, ait été conçue sans la marque du péché originel. Sachant que pour les médiévaux, le péché originel se transmet, depuis Adam, se transmet aux enfants. C'est une marque que seul le baptême, donc que seul le rachat que Jésus va pouvoir donner par sa mort, va pouvoir gommer. On comprend bien que pour Albert le Grand, Thomas d'Aquin et même Gilles de Rome, c'est compliqué d'imaginer que Marie puisse être sauvée avant même que le Christ soit né. C'est quelque chose, pour eux, temporaire, au niveau temporaire, c'est pas... Voilà. Et en plus, ça n'est pas forcément pertinent, parce que comme la femme ne transmet rien, et qu'elle est complètement passive dans la génération, et alors, elle ne transmet pas le péché. Problème chez Bonaventure, Bonaventure considère que Galien a un petit peu raison, et donc que la femme transmet quelque chose dans la génération. Si Marie transmet quelque chose dans la génération, il est nécessaire que la matière qu'elle va transmettre soit totalement purifiée. Et donc c'est pas pour rien que c'est en raison de cette conception anatomique que les franciscains vont prendre que l'Immaculée Conception va pouvoir venir après avec un Duns Scotus, parce que c'est Duns Scotus en fait qui va vraiment thématiser la doctrine de l'Immaculée Conception, alors que chez les dominicains c'est rigoureusement impossible. Il va y avoir une vindicte contre ce dogme-là parmi les dominicains en raison des conceptions anatomiques. Ce qui est intéressant, du moins, c'est que vous soulignez la diversité des idées et du débat, en fait.
C'est vrai qu'on n'imagine pas que les débats puissent être aussi vifs et qu'en fait, il n'y ait pas qu'une seule pensée chrétienne linéaire au Moyen-Âge. Ça prenait des proportions absolument dingues. Le traité que Gilles de Rome a écrit contre les médecins, mais c'était une guerre, mais une guerre monumentale entre théologiens et médecins. Ça se frappait physiquement. Et puis, les chrétiens essayaient tant bien que mal, c'était la tentative d'Albert le Grand et de Thomas d'Aquin, de canoniser Aristote. Et donc, il y avait une vraie tentative épistémologique, c'est-à-dire d'ordonnancement des savoirs, d'ordre des savoirs. Il y avait une véritable tentative de faire d'Aristote un père de l'Église. Alors, c'est exagéré ce que je suis en train de dire, mais en fait, il y avait une lutte interne pour dire non, mais Aristote, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, et arrêtez de le christianiser. C'est une belle boîte à outils rationnelle, mais c'est tout. On n'en prend pas plus. On va le voir aussi, ça va être... il y a plusieurs personnes, mais prenons une sainte à la mode aujourd'hui, qui redevient à la mode aujourd'hui, c'est sainte Hildegarde. Hildegarde de Bingen, femme, très très connaisseuse de tout un tas de sujets, elle prêchait aux évêques. C'est-à-dire qu'elle avait le droit de parler en public et de prêcher, de commenter l'écriture aux évêques. À partir du moment où on a dit non, la femme ne peut pas prêcher, c'est pas possible, de toute manière elle est plus faible dans la raison, elle est plus faible en morale, elle est plus faible en vertu, bref, la femme devient l'ennemi pour certains théologiens, eh bien les femmes ne vont plus pouvoir prêcher, ne vont plus pouvoir parler. Donc en fait, vous nous avez bien dit qu'en fait la femme pouvait gouverner, la femme pouvait donc être reine, être princesse, elle pouvait prêcher. À partir du moment où toutes ces idées d'Aristote sont développées, donc au début comme toute pensée à l'université, et puis elle commence peut-être à influencer toute la société, est-ce qu'on peut dire que le rôle de la femme dans la société, son statut et sa reconnaissance changent à partir de ce XIIIe siècle ? Eh bien, je le crois. Alors c'est pas à partir du XIIIe siècle, je pense que dans le XIIIe siècle, il y a les sources du changement. Par contre, ça va être consommé au moment de la Renaissance. Il va y avoir une résistance, j'en ai pas parlé, mais une résistance juridique aussi, parce que le droit canonique va avoir du mal à s'imposer, notamment en France, puisque en France, Louis IX, notamment, résistait énormément parce qu'il préférait le droit coutumier. Il y a une querelle qui est assez drôle entre un bourgmestre et puis une duchesse, puisqu'il va envoyer un courrier à Louis IX en disant j'ai lu que dans le droit canon, il est écrit que la femme ne peut pas gouverner. Or, ma duchesse est en train de me saouler un petit peu, en fait, de refuser certains aspects. Donc, je vous demande de prendre sa place, ou de nommer un homme pour prendre sa place. Et Saint Louis va répondre en disant qu'il a bien connaissance du droit romain, mais il lui préfère le droit de France. Et donc, il va y avoir une résistance quand même au niveau juridique. Petit à petit, cette résistance va être balayée. Il faut savoir que l'Europe est très ouverte à cette époque-là. Donc, il y a énormément de porosité culturelle. Albert le Grand passe de Cologne à Paris pour finalement aller à Ratisbonne. Thomas d'Aquin fait des voyages entre Italie et la France. Bonaventure, c'est pareil. Bref, on est vraiment sur l'Europe très ouverte, et en plus très ouverte en raison universitaire. Donc, il va y avoir une homogénéisation sur certaines thèses, sachant que, je vais être très honnête avec vous, la femme, ils en ont pas grand-chose à faire. Ce n'est pas une thématique si importante que cela. Ils sont en train d'essayer de se battre sur d'autres aspects qui concernent la Trinité, qui concernent des querelles théologiques qu'ils jugent plus profondes, plus fortes. Et donc, en fait, ce sujet va un petit peu passer à la trappe à partir du moment où il va y avoir une assimilation d'Aristote qui va être complète. Au moment de la Renaissance, on voit bien le gouvernement des femmes va en fait baisser
petit à petit, ça va devenir des femmes d'influence. On n'a plus en fait de femmes réelles comme Aliénor d'Aquitaine qui va mettre la moitié de sa famille à la tête de l'Europe. On n'a plus des Hildegarde de Bingen qui étaient plus puissantes qu'un seigneur. On a des femmes d'influence, donc qui sont un peu plus dans l'ombre. On sait que c'est elles qui tirent les ficelles, mais ce sera plus officiel. Pareil, les grandes scientifiques. Alors on a évidemment Catherine de Pisan, voilà, qui est le nom qu'on brandit en permanence. En fait, ça va être très très exceptionnel. Voilà. Ça va pas être tout à fait le cas au niveau de la société ambiante, c'est-à-dire que le travail paysan, ça, on est dans une égalité des tâches qui est totale. Les femmes travaillent. Ah oui. Ça complètement. Toutes. Oui, toutes. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut bien que tout le monde travaille. Le monde artisan, c'est pareil. L'artisanat, la bourgeoisie aussi, hein, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire de l'argent. C'est pas tout à fait les mêmes tâches, mais tout le monde travaille. Et dans la noblesse, où en fait on sent que ça devient une petite mode de faire en sorte que la femme soit oisive, avec conjointement l'amour courtois qui se transforme légèrement. La femme n'est plus une femme forte à conquérir, mais devient une pureté inaccessible et passive. Et puis aussi, il va y avoir les mariages, on connaît, hein, tout ce qui est mariage arrangé, les personnes qui sont sacrifiées pour le bien du royaume ou des royaumes, et ça va être vraiment très présent. Donc, pour moi, c'est dans les prémices du XIIIe siècle. Il n'y a pas que Aristote qui est lié à ça. Donc, comme j'ai parlé du droit romain, de l'influence universitaire, voilà, il y a plusieurs contextes qui agissent dessus, mais je pense que c'est quand même une grosse brique à l'édifice que Aristote va donner pour l'éviction de la femme. Vous dites en effet que la femme est vue, alors quand on vous lit et quand on lit les auteurs sous très inégal de l'homme, voire carrément inférieur. Et vous dites que, en effet, c'est le contraire de la pensée chrétienne. Mais dans mon introduction, j'ai parlé d'une injonction biblique, je crois que c'est dans les Éphésiens, si je me trompe pas. Femmes, soyez soumises à vos maris. On n'est pas quand même dans une apologie de l'égalité. C'est-à-dire que est-ce que l'évangile, est-ce que la Bible, elle ne fait pas juste que compléter ce que dit Aristote, elle le dit d'une autre manière, mais c'est vrai que c'est pas une phrase qui révèle l'idée d'une femme forte comme on a pu en discuter à l'instant. Oui, vous seriez très thomiste en disant ça, parce que c'est un peu la thèse de Thomas, c'est-à-dire que Aristote et l'évangile, finalement, ça doit dire la même chose. Puisque Dieu ne peut pas se contredire. Donc finalement, s'il dit la vérité, si l'intelligence parvient au vrai, ça veut dire que ça ne doit pas être contraire dans la Bible. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Notamment, on le voit chez Augustin, chez Pierre Lombard, chez des gens comme ça. Dans la Bible, il y a une phrase, alors Hugues de Saint-Victor l'a bien thématisée. Par exemple, les théologiens de cette époque-là se demandent pourquoi la femme a été faite à partir d'une côte. Aussi, ça peut paraître quand même assez dégradant. Bah bien sûr, oui, une côte, voilà. Et en fait, ils disent, non, si Dieu avait voulu signifier que la femme était inférieure à l'homme, il l'aurait fait à partir des pieds. S'il avait voulu considérer que la femme était supérieure, il l'aurait fait à partir de la tête. Le fait qu'il l'ait fait à partir du côté, ça veut dire que la femme est une compagne. Compagne au sens amitié du terme. Hein. Et donc, c'est que la femme est au même niveau. L'homme et la femme doivent marcher ensemble au même niveau. Augustin va aller même plus loin, il va dire il n'y avait pas de subordination aucune entre les hommes dans le jardin d'Éden, voilà, dans le paradis initial. Et c'est le péché qui va introduire ça. Et il y a certains commentaires qui le laissent entendre. Vous voyez, par exemple, Adam. Alors ça, quand on lit la Genèse, les théologiens aiment bien, parce qu'ils aiment bien faire tout un tas de parallèles avec tout ce qui se passe, etc. Mais ils se rendent bien compte que, au tout début, Adam appelle la femme Isha. Alors, ils n'ont pas le terme hébreu, mais ils disent, voilà, Ish, c'est l'homme, Isha, c'est ce qui vient de l'homme. Donc, en fait, Adam, dans un premier temps, il ne voit la femme que comme un être semblable à lui. Ça vient de moi, c'est exact, on est dans la même veine. À partir du péché, il la rebaptise, c'est très étonnant, il lui redonne un nom, et il l'appelle Ève, c'est-à-dire la mère des vivants. Il ne va plus voir en sa femme que celle qui est capable d'engendrer.
Et à ce moment-là, en fait, il va y avoir une polarisation, pour certains théologiens c'est ça, une polarisation de la vision naturelle de l'homme sur les activités de génération. Or, sur les activités de génération, on se rend compte que la femme est cyclique, la femme peut éprouver des douleurs terribles, la femme peut être même au niveau corporel plus faible, au niveau musculaire, au niveau vous prenez plein de choses, et donc l'homme va être tenté de voir dans la femme un être inférieur. Le christianisme va dire, enfin, selon les théologiens, va dire, ça suffit. On arrête ce genre de choses. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre. C'est intéressant que Paul fasse cette comparaison, puisque l'esclavage à cette époque-là est vu comme quelque chose de naturel. C'est en raison de la constitution d'une personne qu'elle devient esclave, en fait. L'esclavage par nature, qu'Aristote avait aussi thématisé et tout ça. Donc, les inégalités vues dans la nature ne sont plus réelles au niveau de la foi pour certains théologiens. Alors, quid de cette phrase de Paul ? Les théologiens, notamment quand on prend Augustin, quand on prend toute la veine du Lombard, duc de Saint-Victor, etc., la rattachent toujours au morceau de phrase qui suit. C'est-à-dire, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise au Christ, etc. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Et en fait, Paul ne dit rien de révolutionnaire quand il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », puisque dans la société juive, c'était parfaitement admis. En revanche, la deuxième phrase, ça, elle met le bazar. C'est-à-dire que l'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église, donc il ne peut pas en prendre plusieurs. Il doit donner sa vie pour elle, ça veut dire qu'il doit faire passer sa femme avant sa propre vie. Ce qui est quand même une polarisation. La femme devient la polarité. Et en fait, c'est à partir de cette phrase-là que l'amour courtois va se développer. La femme va être assimilée, en fait, à Dieu. C'est-à-dire, je suis capable de me sacrifier moi-même pour la femme. Pour gagner la femme, il faut que je gagne en vertu, il faut que je sois saint, etc. Et c'est pour ça que vous avez tout le bas Moyen-Âge qui va se développer autour de la chevalerie, c'est-à-dire le fait de donner sa vie pour son roi, sa dame, son Dieu. Et ça, c'est typiquement chrétien. C'est pas une pensée grecque du tout, c'est pas une pensée romaine. Et donc c'est pour ça que quand on vient puiser sa source chez les Romains et chez les Grecs, il va y avoir une espèce de crise. Et une crise de mœurs. En fait, on ne se rend pas compte, mais les universitaires étaient des ovnis. Quand ils disaient ce genre de choses, les gens ne les comprenaient pas. C'est-à-dire quand ils disaient la femme est inférieure à l'homme, la femme est un être morbide, est un être qui est... on le voit chez Abélard, par exemple, Abélard et Héloïse. Et Héloïse se met à sortir des trucs sur la femme. Bon, il faut savoir que l'histoire d'Abélard et Héloïse, à cause d'Héloïse, Abélard se fait castrer, donc résultat, elle en est complètement malade, et ils finissent tous les deux dans un couvent. Donc elle s'en veut énormément, et elle attribue ça au sexe, à son sexe, c'est-à-dire au fait qu'elle est une femme. Et Abélard n'a de cesse de lui dire, mais non, arrête de dire ça, parce que la femme, quand on regarde dans la Bible, tous les exemples féminins, ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes qui décident. On a, je ne sais plus quel juge dans la Bible, vous savez qu'il y a une femme, alors je ne sais plus si c'est Ruth ou si c'est autre chose, qui en fait enfonce un pieu de tente dans la tête d'un général de l'armée adverse. Bon, bah ça, pour un chrétien, c'est ça la femme. Pareil, on a Marie-Madeleine, ça c'est Bonaventure qui dit ça, qui est étonné de Marie-Madeleine qui demande au jardinier qui se trouve être Jésus, mais elle ne le reconnaît pas, où se trouve le corps de Jésus, qu'elle le récupère. Elle veut porter un cadavre. Pour Bonaventure, c'est dire, mais regardez l'exemple de femme qu'on a en face de nous. Une femme qui est capable de dire, allez, moi je retrousse les manches, je vais porter un cadavre et je vais l'ensevelir moi-même. Ça, c'est la pensée chrétienne. Et elle va muter, elle va complètement changer. Et c'est étonnant parce que beaucoup de personnes me disent voilà l'Église est misogyne, etc. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça oui, ça j'en sais rien, mais en tout cas quand on regarde au Moyen Âge où même la chrétienté de manière générale qui s'étend sur 1200 ans à peu près, hein, en fait on se rend compte que mais attendez pour les femmes elles s'en sortaient plutôt pas mal. Par rapport à un 19e siècle qui était complètement avilissant, par rapport à à la Révolution française qui a eu un recul complet par rapport à la condition de la femme, la chrétienté, ça se passait à peu près bien, hein, et dans tous les milieux. Pareil, je terminerai par ça, par rapport au discernement.
le christianisme, c'est les seuls, après les Grecs, les Romains et même les Juifs, qui disaient ce qui fonde le mariage, c'est le consentement mutuel. Il faut que les deux expriment un consentement libre. C'était reconnaître à la femme une capacité de discernement. C'est-à-dire que l'Église annulait des mariages quand elle se rendait compte que c'était les parents qui avaient mis la pression sur les enfants, et sur la femme en particulier. C'est pour ça souvent que quand on parle de mariage arrangé, on voit des évêques qui ont fait la chasse au mariage arrangé dans la noblesse, et des nobles qui disaient non mais si c'était un mariage d'amour, bien sûr, elle avait 7 ans, il n'y avait pas de problème, elle aimait vachement son mari. L'Église à cette époque-là n'était pas du tout dans cette veine de minimisation de la femme. Une dernière question, François-Marie Porte. Vous dites que la femme n'est pas considérée comme inférieure à l'homme. Mais est-elle véritablement vue comme l'égale de l'homme ? Et alors d'où vient ce cliché sur le Moyen-Âge qui est de penser que la femme était considérée comme inférieure à l'homme ? Alors inégalité oui, différence complètement, infériorité non. Et c'est ça où les gens vont très vite, vont très rapidement. L'image d'un Moyen-Âge obscur, ça nous vient des philosophes des Lumières qui s'autoproclament les Lumières. S'ils sont les Lumières, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas les Lumières. Donc, c'était l'obscurité. Ça, il faut bien en avoir conscience, c'est-à-dire que c'est à partir des philosophes des Lumières qu'on se met à se dire il y a un obscurantisme. Il faut savoir qu'au moment de Descartes, par exemple, en histoire de la philosophie, on va commencer à rejeter Aristote. Parce qu'on se rend compte qu'Aristote a fait beaucoup de mal et qu'il faut revenir à quelque chose, revenir à une rationalité différente, une rationalité chrétienne différente. En fait, c'est tout ce qui a été adjoint au christianisme qui va être petit à petit rejeté. Et, je veux dire, c'est plutôt positif pour l'ensemble des sciences, même, on voit avec Galilée et compagnie. L'image du Moyen-Âge obscur, du Moyen-Âge chrétien obscur, est liée à une espèce de propagande des Lumières qui vont essayer de montrer tous les échecs de la rationalité. Alors ils vont sortir des phrases hors de leur contexte. Je sais que par exemple on sort le fait qu'à l'époque on pensait que la femme n'avait pas d'âme. C'est complètement débile, ça nous vient de Voltaire, je crois, qui cite un concile où on objecte sur le fait est-ce que la femme a la même forme que l'homme, forme pris au sens d'essence, et le prélat en question qui sort cette phrase se fait huer complètement en disant que c'est complètement débile, ça voudrait dire que la femme n'est pas de la même espèce que l'homme, etc. Et donc, mais les Lumières vont essayer avec propagande. On a Michelet aussi qui nous a fait, je pense, un petit peu de mal en termes d'objectivité historique en parlant de la sorcière. Puisqu'on va parler de la sorcière comme on va magnifier l'image de la sorcière. À l'époque du Moyen-Âge, la sorcière, c'était vraiment pas du tout compris, c'était même pas du tout envisagé. Il y avait très peu de sorcières, il n'y avait pas d'inquisition. L'inquisition est un fait postérieur au Moyen-Âge. Donc en fait, je pense qu'on fait mauvaise presse du Moyen-Âge sur la question de la femme. Il y a des choses qui sont un peu étonnantes et qui sont très très limites. Mais je pense que la plupart du temps, quand on lit les auteurs, on se rend compte qu'il y avait une pensée sur le couple, parce que la femme n'est jamais envisagée en dehors du couple, qui est assez intéressante, qui est assez riche. Une pensée complexe, on va s'arrêter sur cette idée. Voilà, le Moyen-Âge, c'est pas une pensée, c'est plusieurs auteurs, et c'est important de revenir donc à ces textes. Merci. François-Marie Porte, d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous venez de publier au CERF, collection Patrimoine, La femme au Moyen-Âge, Aristote contre l'Évangile, Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure et Gilles de Rome. C'est un sujet ambitieux, mais qui se lit très bien. Finalement, les introductions permettent d'entrer dans le texte avec plus de facilité, et puis il y a une vraie contextualisation historique. Ce qui est important, bien sûr, pour nous tous et surtout pour nos auditeurs. Je vous remercie à tous pour votre écoute et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Nos Mémoires.